C'est l'histoire d'une renaissance, celle du Tour de Belgique, un marathon qui a connu 28 éditions, dont celle de 1973, dont la particularité est de ne pas avoir eu lieu. En cause, une crise, celle du pétrole. Mais ce Tour de Belgique, il avait été préparé et un roadbook détaillé était prêt. Ce roadbook, Robert van de Vorst, cheville ouvrière de la société DG Sport, l'a retrouvé au hasard d'une brocante. Contact était pris avec le Royal Automobile Club of Belgium, dépositaire du nom de l'épreuve, afin de pouvoir faire renaître l'événement. Quelques mois plus tard, une caravane de plus de 70 voitures se retrouvait à Zolder pour les opérations de contrôle technique et administratif et le rêve se concrétisait sous la houlette d'un organisateur réputé dans le milieu de la moto. C'est vrai que nous sommes plutôt spécialisés dans l'organisation d'événements moto. Nous avions organisé il y a quelques années, pendant 3 ans à vrai dire, le Tour de Belgique moto, le Dardok Moto Tour, avec Robert van de Vorst qui est notre directeur de course. À la fin de cette époque moto, nous avions décidé que le jour où ça se mettrait, nous organiserions un rallye voiture. Ben voilà, le moment est venu. Tour de Belgique, sacrée aventure bien évidemment, puisque ça a existé, c'était assez prestigieux. Encore fallait-il rendre ce prestige dans une version plus actuelle. C'est vrai que c'était un des éléments importants, c'était d'avoir un nom afin de créer vraiment une demande par rapport aux spécialistes de la régularité. Donc je pense qu'on n'est pas trop loin d'un bon concept. On roule en Flandre, on roule en Wallonie, on roule sur les plus beaux circuits de Belgique. Donc je pense que là on est vraiment dans le bon et dimanche soir on tirera le premier bilan. Pour sa 29e édition, le Tour de Belgique s'est mué en épreuve réservée aux véhicules d'antan construits avant 1975. Et les ingrédients de la recette ne manquaient pas de saveur, avec un roadbook faisant la part belle aux fléchémétrés et des regularity tests ou RT permettant aux concurrents de partir à la découverte ou redécouverte de l'histoire du sport automobile belge en évoluant sur des circuits tels que Zolder, Spa-Francorchamps ou Mété, mais aussi Géonville et Jeudine, en plus de courses de côte célèbres et autres spéciales de rallye légendaires. Ajoutez-y un rythme très soutenu, une épreuve aux allures de petit marathon et vous comprenez que la sauce est prise directement. Après un prologue sur le circuit de Zolder, les concurrents gagnaient Chaudfontaine pour le départ officiel de l'épreuve. Une première étape sous la forme d'un copieux apéritif, avec notamment au programme les courses de côte de Forêt-Trou et Trasanster. Et si la température était proche de 0 degré au moment de l'envol, la motivation était totale. Tire de Francorchamps, la numéro 3 qui part à l'assaut de la course de côte de Forêt-Trou. Première surprise très agréable pour les organisateurs, le public répondait à l'appel dès le vendredi soir dans les courses de côte. Un succès plutôt inattendu pour une épreuve de régularité où la notion de vitesse n'est nullement primordiale. À cet instant, on se disait déjà que l'appellation Tour de Belgique faisait mouche. Les passionnés ont rapidement saisi l'importance d'une telle renaissance et ils ne voulaient pas rater pareil événement. Le lendemain samedi, c'est sur le circuit de Spa-Francorchamps que le premier RT était proposé. Un cadre hautement prestigieux pour le début d'une très longue étape et pour les novices, les premières interrogations. Tenir une moyenne de 70 km/h sur une telle piste, cela n'a forcément rien d'impossible, exact. Sauf que pour espérer briller, il ne faut pas être précis, il faut être très précis. Dans les rangs des habitués de ce genre d'exercice, on savait à quoi s'attendre.
Mais quand c'est facile pour tout le monde. Et ça, c'est donc pas facile pour nous nécessairement. Donc je sais que ce soir, les résultats vont être très serrés. Et la moindre seconde sera fatale pour un certain nombre de places. Alors en quoi est-ce qu'on peut perdre du temps? Expliquez-nous sur ce genre d'épreuve. On n'est pas en phase, on hésite un petit peu, donc il va falloir être très attentif du début à la fin. C'est du fléché-métré, mais il va falloir vraiment regarder le métré au mètre près. Oui. D'un circuit à l'autre, qu'il soit d'aujourd'hui ou d'hier, la caravane quittait la région spadoise pour mettre le cap sur la province du Luxembourg, avec au passage une autre particularité de ce Tour de Belgique historique, des CH ou contrôle horaire à l'ancienne dans des cafés. Exemple quasi mythique, le café du Bronze sur la place du Bronze à La Roche-en-Ardenne, un endroit certainement pas choisi par hasard. En 1973, normalement, les voitures devaient passer ici au Café Le Bronze. Et ce café, en fait, est tenu par le même propriétaire depuis 1972. Et le Tour de Belgique 73 devait être, je vais dire, la première grosse manifestation du propriétaire. Voilà, donc le tour ne s'est pas fait, enfin, ça ne s'est pas fait. Et finalement, 38 ans après, on lui permet de vivre ça, quoi. Et puis, ces pointages à l'ancienne, on sort de la voiture et on rentre dans le café. C'est magnifique. Regardez un petit peu le monde ici, les gens adorent ça et puis ça met un peu d'ambiance et voilà quoi. Moi j'adore vraiment Depuis hier soir, c'est fou parce que depuis hier soir on voit l'ambiance dans Forêt-Trau, dans Trasanster, à Chaudfontaine, une ambiance à l'ancienne avec des gens qui viennent voir des voitures, qui aiment les voitures. Nostalgie quand tu nous tiens, d'autant que le plateau réuni pour cette 29e édition du Tour de Belgique faisait honneur au concept avec une poignée de perles, à commencer par cette Panhard Dyna-X qui date de 1952, la mère grande de la liste des engagés, propriété d'André Renault. C'est une voiture qui a été conçue directement après la guerre par Panhard. C'était le seul modèle qui a été autorisé par l'administration française à être mis sur le marché dans les petites voitures, parce que chacun était limité dans ses choix de véhicules après la guerre. Alors, caractéristiques techniques, tout petit moteur aussi. Tout petit moteur, 850 cm3 parce que c'était une des dernières versions. Sinon, ils ont commencé avec des 600 cm3, puis 750, maintenant 850 les dernières versions. Mais déjà boîte 4 vitesses, ce qui était quand même déjà pour l'époque une performance. Avec sa petite mécanique de 850 cm3 et une puissance d'une trentaine de chevaux à peine, on imagine la complexité de la tâche de l'équipe composée du père et du fils Renault. D'autant que le comportement de l'auto est d'époque, lui aussi. Et là, c'est moins bien. C'est moins bien, c'est plus difficile à comprendre. Les réactions sont moins saines et moins précises que la 2 chevaux. Donc finalement, la 2 chevaux, ça penche beaucoup. C'est un peu impressionnant quand on la voit comme ça, mais ça a des réactions un petit peu plus précises, quoi. Ici, la direction, les freins, rien n'est précis. On ne sent rien, quoi. Donc c'est pas facile. Enfin, on ne sait pas rouler vite avec ça, c'est pas possible. Le parcours de la petite Panhard n'est pas passé inaperçu, mais dès le samedi en fin de matinée, la belle populaire magnifiant l'époque des 30 Glorieuses subissait un arrêt sur image. Peu avant La Roche-en-Ardenne, la mécanique s'est soufflée. On n'a eu pas joué de chance, le filtre à air s'est décroché et tombé sur le bouchon de remplissage de boîte qui l'a fait tomber. On a perdu toute l'huile de boîte sans rien voir, sans rien sentir, et puis le différentiel cassé. Fin de parcours aujourd'hui pour la Panhard, mais ça peut repartir demain? On va faire tout pour repartir demain. On a déjà commencé à démonter quand même. Et bon, j'ai une boîte, je sais pas ce qu'elle vaut, mais on va essayer. Autre française tout simplement superbe, la Matrajet 5S de Michel Andernac et Yves Dambrun, date de 1967, propulsée par un 1300 cm3 passé entre les mains du sorcier Amédée Gordini. Et le pédigré de cette très belle bleue est impressionnant. Elle a fait partie du team Matra Benelux, qui était 3 voitures, 3 Matrajet identiques. Et elle a participé aux 1000 km de Francorchamps, aux 1000 km de Nürburgring. D'autres courses, mais c'est vraiment très difficile à définir lesquelles, parce que les documents deviennent très difficiles à trouver, quoi. Et pour ce Tour de Belgique, vous avez tenu à la remettre dans ses couleurs initiales? Exactement. J'ai même marqué 2 des anciens pilotes sur les portières, donc, pour représenter exactement le team comme il était à l'époque. C'est dès lors dans ses habits d'époque, avec une décoration, celle du team Matra Benelux, refaite à l'identique, que la Matrajet a pris d'assaut le parcours de ce Tour de Belgique historique, pour le plaisir des yeux, mais pas seulement.
Sportivement, après les premières difficultés de cette 29e édition, c'est une Porsche qui pointait au sommet de la hiérarchie, en l'occurrence la 911 Carrera 1974 de ces spécialistes de la régularité historique que sont aussi Alain Lopez et Georges Van Osten. Un groupe de favoris comptant également cette Renault 5 Alpine Groupe 2, œuvre d'Éric Pirot, très bien copilotée par Catherine Monard. Au moment d'attaquer l'étape marathon du samedi, la bombinette aux losanges pointait au deuxième rang. Et à la 3e place provisoire, c'est l'une des Volvo Amazon qui apparaissait, celle de Dominique Dufresne et Patrice Simon, en position d'attente. Et ne vous fiez pas aux apparences, cette berline suédoise est bien plus sportive qu'elle le laisse penser. Ce début de course permettait aussi de se rendre compte que la régularité pour véhicules d'époque, c'est une discipline qui ne rassemble pas seulement des quadras, quinquas et sexagénaires bon teint. Les jeunes se piquent au jeu, à l'image du néerlandophone Ruben Maas, issu du circuit, passé avec bonheur au rallye et passionné par ce jeu de précision. Je trouve ça vraiment plaisant de devoir passer à la seconde et de tout mettre en œuvre pour tenir cette vitesse moyenne. C'est excitant, pas sur le plan de la vitesse bien sûr, mais il faut réfléchir, calibrer afin d'être tout juste à la fin du RT. Pour l'élaboration du classement, un coefficient d'âge est appliqué. Et ça, bien des concurrents l'avaient parfaitement assimilé. Raison pour laquelle les vraies anciennes, issues des années 50 et 60 notamment, étaient nombreuses au départ. Avec un trio très remarqué de Porsche 356, dont la 2 de Michel Clojean et Nicolas Gilsoul, qui allait s'imposer comme la plus précise sur les circuits de Zolder et Francorchamps. De quoi valoir 2 premiers trophées au sympathique équipage. D'autres Porsche 356 étaient de la partie, engagés par Paul Royen et Jean-Yves Van Heuclom d'une part, Berthe et Christiane de Pape de l'autre. Pour ces équipages, un seul mot d'ordre, éviter les ennuis en respectant la mécanique. Parmi les plus vénérables automobiles présentes au départ, impossible de manquer la Triumph TR2 Francorchamps d'Alain Nagelmackers et Patrick Lien. Un exemplaire rare, qui plus est construite dans les usines Imperia de Nessonvaux, à un jet de pierre de Chaufontaine, centre de ce Tour de Belgique de la Renaissance. Tout un symbole. Dans cette même catégorie des anciennes gloires, on peut ajouter la MGA de Rolf Verlinden et John Backhains, un modèle qui date de 1960 et qui n'avait aucune chance de passer inaperçu. Quant à l'Austin Hillet MK2 d'Éric Pousset et Laurent Joassin, elle fait elle aussi figure de modèle incontournable à la sonorité envoûtante, celle de son célèbre bloc de 3000 cm3, pas nécessairement adaptée à une épreuve à caractère sportif, mais intéressante sur le plan du coefficient d'âge de l'auto. Remarquable, la Lotus Europa de Philippe Berthe et Jean-Pierre de Gueldre l'est aussi. Ce modèle datant du début des années 70 était bien sûr fidèle à la philosophie de Colin Chapman, moteur de faible cylindrée mais légèreté maximale, seul bémol, l'état du réseau routier dans notre pays. Fiabilité, ça va, mais c'est pas le top parce que c'est pas une voiture faite pour des petits chemins comme on nous fait prendre. C'est une voiture qui aime le tarmac, là, dans les spéciales un petit peu, où il y a des trous, des pierres, tout ça, c'est pas l'idéal. Faut lever le pied, sinon on la casserait facilement. Donc voilà, on s'amuse. Bon, c'est un petit peu perdu parce que c'est un petit peu son premier rallye. Donc voilà, on prend ses repères et puis on s'amuse. Voilà. Autre particularité du Tour de Belgique historique, la présence au départ de 2 parfaits débutants. Et pour cause, Benoît Muche et Benoît Poffet ont gagné un concours organisé en collaboration avec Classic 21. Ils se sont donc retrouvés embarqués dans cette grande aventure à bord d'une BMW 1602 Ti. Un seul terme s'imposait, découverte. C'est au hasard d'un message sur une newsletter sur internet que j'ai aperçu qu'il y avait possibilité de gagner un rallye en Cèdre. Et puis ben voilà, je tente ma chance comme beaucoup de monde et puis on se dit toujours que c'est pas pour soi. Et puis un jour il y a le téléphone qui sonne et on se dit ah ben tiens, on a de la chance. Et finalement ben, c'est une excellente aventure qu'on vit ici avec Benoît depuis hier après-midi. Ça s'est globalement bien passé, on a fait quelques petites erreurs évidemment au début. Donc on a un petit problème parfois de communication. Mais bon voilà, on se prend un peu la tête et puis alors après on se marre bien et donc c'est très chouette quoi. Je veux dire on récupère le temps perdu et puis voilà, ça fait partie du jeu aussi, donc voilà, si c'est trop simple évidemment, ben voilà, c'est moins gai, donc ben voilà, les choses sont parfois un petit peu compliquées, mais
Hein, c'est bien. Oui, mais c'est surtout du tout neuf parce que, outre le fait qu'on arrive ici, qu'on n'était jamais passé derrière un volant ni l'un ni l'autre, on n'avait surtout jamais participé à un rallye historique. Donc la gestion des temps, des chronos, de la régularité, c'est tout nouveau et c'est pas franchement facile à faire. Je pense même à la limite que c'est moins facile qu'un rallye de vitesse où finalement il faut aller vite et puis aller d'une étape spéciale à l'autre. Ici il y a une composante en plus qui n'est pas évidente mais petit à petit il y aura certainement des erreurs, on verra au résultat ce soir. Lotus toujours et jeunesse au pouvoir. Alexandre Delay n'est autre que le fils de Johnny Delay et en compagnie d'Antoine Orban, il prenait part à son 2e rallye de régularité. Pas d'objectif particulier ni d'instruction paternelle, si ce n'est ne pas trop se perdre et préserver la belle anglaise de la fin des 60s. C'est le 2e qu'on fait en régularité et ça se passe mieux que le premier, donc tout se passe bien, on est content. On n'a pas besoin, on n'a pas d'avis à papa à demander et il n'a pas de directive non plus, donc chacun sa course. De grandes découvertes, il en était aussi question pour les Français Nicolas et Frédéric Michaud sur cette toujours originale Ford Mustang 1965, car il est connu que s'il existe une discipline dans laquelle les Belges excellent, c'est bien la régularité. Voir un équipage hexagonal venir les défier sur leur propre terrain, c'est tout simplement gonflé. Le début de course a été très bien. Après, en milieu de course, on s'est trompé 2 fois. Donc, on a été obligé de se recaler par rapport au timing. Donc, c'est pour ça qu'on est au milieu des numéros 40 maintenant. Alors pour les concurrents français, venir affronter les Belges dans ce genre de spécialité qui est bien nationale, c'est toujours un pari. C'est un gros défi. Hein. C'est un gros défi parce que les Belges sont très très forts. Hein. Ils sont très bien calés, ils sont très bien sur leur timing. Nous, souvent, on est un petit peu en retard. Donc, mais bon, on est là, on va essayer. Surtout que notre objectif derrière le Tour de Belgique, c'est de faire le Tour auto en France. Pendant ce temps, du côté des leaders, Alain Lopez et Georges Van Osten confirmaient leurs excellentes dispositions en se maintenant au sommet de la hiérarchie et en évitant toute erreur d'envergure. La journée de samedi était par contre marquée par la montée en puissance de Victor et Jérôme Guillemin, dont la BMW 2002 de 1971 faisait irruption en 2e position, à quelques points seulement du duo Lopez-Van Osten, plutôt prometteur pour la suite. Jolie maestria que celle affichée par Ruben Maas et Philippe Deplanck, dont la Porsche 911 s'accrochait le top 3 provisoire, restant bien sûr en lice pour la victoire. Quant à Bernard Jacquet, il pouvait pleinement profiter de la présence à ses côtés de Yannick Albert, ce qui permettait à la Toyota Celica GT 1972 d'également pointer dans le groupe de tête. Excellente première partie d'épreuve pour cet Opel Commodore aux couleurs des éditions Marabout, le jeune Philippe Hubin et Pierre Moret composant un équipage parfaitement homogène et redoutable. Renvoyés à une 50aine de points seulement, Didier Simonis et Eric Damso restaient en embuscade, prêts à bondir vers le haut du classement avec leur très efficace Ford Escort Mexico. Une situation identique à celle d'Yves de Flandre et Robert Orif, dont l'Alfa Romeo Giulia parvenait à éviter les gros problèmes, se maintenant en position d'attente. Oui, sympathique, sans trop de difficultés. La petite dernière RT n'était pas trop mal, mais de nouveau pas de difficulté de navigation. Voilà, je pense que ça va être vraiment celui qui sera le plus précis. Si Daniel Reuter et Christian Bernard pointaient dans le top 15 général, régalant le public par une attaque de tous les instants, dans l'habitacle de la Porsche 914-6 de 1970, l'inquiétude était néanmoins palpable, le bolide allemand manquant un peu de jus. Depuis le matin, déjà sans s'en rendre compte, on roulait sans alternateur, donc on a vidé complètement la grosse batterie qu'on avait. On a heureusement vu le problème à temps et on a pu trouver une autre batterie pour rouler les dernières heures, mais là pour l'instant il fait nuit. Donc là depuis à peu près 4 heures de l'après-midi, on roule sans phare et on les met uniquement lorsqu'on peut, quoi. Comment ça se présente pour demain, ça ira? On espère. Maintenant là, c'est un peu un petit stress entre guillemets de trouver là maintenant une solution pour recharger au moins la grosse batterie pour demain. Vu que demain on roule pas la nuit, normalement ça devrait aller. Présent avec cette Opel Kadett GT, l'inénarrable Yannick Botson animait la caravane du Tour de Belgique historique de sa gouaille traditionnelle. En fait, l'aubergiste de Beaumal-sur-Ourthe faisait contre mauvaise fortune bon cœur, après avoir rencontré des problèmes d'alternateur dès le vendredi soir. J'étais aussi un petit peu déçu, en plus que mon alternateur avait lâché, j'étais un petit peu déçu aussi du rallye en lui-même. Par contre,
Aujourd'hui, c'est extraordinaire et je m'amuse vraiment bien. Je découvre plein de routes alors que je croyais connaître toute la Belgique. Non, je découvre 70-80% des routes. Ouais. Rythme soutenu pendant la journée. Ouais, c'est ça qui est justement qui est bien. On n'a même pas le temps de faire pipi ni rien. C'est soutenu et en plus, l'air de rien, il faut quand même mettre un peu de gaz. Et je suis en train de me dire, Dieu, comment est-ce qu'il faisait quand même avec leur vieille bagnole, le gars avec sa Dyna Power, je comprends pas comment de CH en CH il peut pas être juste quoi. Une catégorie des malchanceux qui comptait également la Porsche 911 1965 d'Éric Van de Poel, issu des ateliers de Claudio Siriani. L'ex-pilote F1, quintuple vainqueur des 24 heures de Spa, avait été contraint de faire une croix sur les RT de vendredi soir en raison d'un malaise de son copilote Philippe Quatennens. Si Manu Egermont arrivait à la rescousse dès le samedi matin, le mal était fait, 3000 points de pénalité. Guère mieux pour le journaliste Benoît Galland, secondé par Paul Collignon, dont la BMW 2002 TII souffrait de récurrents problèmes de vis platinés, de quoi lui coûter très cher sur certains tronçons et le maintenir dans les profondeurs du classement. Quant à la Porsche 356 de Michel Clojean et Nicolas Gilsoul, elle apparaissait meurtrie peu avant la pause de midi, conséquence d'un écart de trajectoire heureusement plus spectaculaire que réellement meurtrier pour la carrosserie et la mécanique. Pour d'autres équipages, la tâche s'avérait compliquée, essentiellement en raison de la petite cylindrée de leur machine. Accompagné du journaliste Alexandre Peters, Paul Cawan s'en tirait avec les honneurs jusqu'au passage sur le circuit de Mariembourg, où la sympathique Mini Marcos 1971 connaissait une défaillance technique. Ben ça va pas aller tout seul. On compte sur l'assistance du rallye, j'espère, parce que sur ce circuit de Mariembourg, il y a beaucoup de changements de vitesse. On est tout le temps en seconde, en première, et j'ai le verrouillage de boîte qui a lâché. On dirait que c'est pas l'embrayage, ça doit être la boîte, la commande. Alors si ce soir on parvient à me dépanner, ça serait formidable. C'est le nirvana pour demain. Ce serait bien, effectivement. Que penser de cette première partie de rallye? C'est extraordinaire, hein. C'est vraiment super, c'est assez dur, parce qu'il faut quand même, pour faire ces étapes, ces contrôle à 50, on arrive une minute avant, donc on n'a pas beaucoup le temps de faire autre chose, quoi. Mais c'est ça le jeu, quoi. C'est très long. Ça fait 11 heures qu'on roule, donc c'est pas mal, quoi. De petite cylindrée, il en est aussi question avec la Hillman Imp de la famille Collard, Pascal, organisateur de la Coupe des Sources, Mémorial Claudie-Soré, et son fils Thomas, n'ayant guère le droit au ballon, avec un bloc de 930 cm3 sous le capot. Eh bien, je veux dire, franchement, avec l'Hillman, c'est plus qu'un marathon. C'est le Dakar, c'est abominable. On est tout le temps à bloc. On arrive juste et on pourrait être juste. On a pris 3 minutes dans un seul tronçon, autrement on passe à 0 partout. Mais il faut dire qu'à certains moments, ça gueulait dans la bagnole, c'était très folklorique. Et on a fait quelques dépassements sur les zones assez impressionnants. Mais bon, c'est un tracé magnifique. Jouissant d'une bien belle cote de sympathie auprès du public, Vincent Sneyer et Elia Lelane ont pris un malin plaisir à mettre du cœur à l'ouvrage avec leur Simca 1100 spécial, populaire parmi les populaires, dont la puissance de 75 chevaux n'autorisait guère de moments de répit. Avec 75 chevaux contre une Porsche 911 ou une Escort Mexico, il y a de la marge. Mais voilà, je pense que c'est un travail du copilote d'abord, au niveau du temps, au niveau du roadbook. Voilà, ça se passe bien. On était 12e après Zolder, donc la première étape. Après, on a perdu des points, ça c'est sûr, mais on n'a pas encore de classement à l'heure actuelle. Alors hier, il y avait des courses de côte au programme. Qui dit course de côte dit montée, bien évidemment. Est-ce que vous êtes vraiment désavantagé par moment, 75 chevaux? C'est limite? Oui, c'est limite. Quand on démarre, on prend le cas de Transanster, démarrer dans une côte avec 75 chevaux, le poids de la voiture, plus de personnes dedans, oui, c'est dur, mais voilà, on est là pour le fun. Histoire de clôturer cette longue journée de samedi, les équipages se retrouvaient sur la célèbre piste de karting des Fagnes à Mariembourg. Un régularity test qui allait s'avérer très sympathique mais moins compliqué que prévu. Disputé dans l'obscurité, certes, mais sur une piste totalement sèche, ce tronçon permettait aux concurrents de faire connaissance avec un autre fleuron des sports mécaniques en Belgique. Sportivement, peu de changements donc, mais au niveau de l'ambiance, un sacré bon moment de convivialité, un de plus. Et un joli spectacle sur la piste, quand bien même certains ont affiché leurs limites dans la nuit noire.
C'est au Castel de Pontalès que se clôturait la plus longue étape de ce Tour de Belgique historique de la Renaissance. Dans cet écrin logé à un jet de pierre du centre de Dinan, l'heure était aux commentaires, aux analyses et aux anecdotes, avant une bonne nuit réparatrice accueillie avec soulagement par la plupart des concurrents. L'ultime journée de ce Tour de Belgique historique y débutait par un détour aussi intéressant que délicat par Froidchapelle et son célèbre trèfle à 4 feuilles. Invité d'honneur, la pluie. But du jeu, ne pas se planter dans cet enchevêtrement de ruelles ramenant toutes au même endroit. De quoi occasionner quelques scènes cocasses et démontrer qu'un roadbook sans réel piège peut poser bien des difficultés dès l'instant où le rallye passe en mode tourniquet. Cette ultime journée de course, bien plus courte que la précédente, portait indubitablement la griffe de Robert Van de Vorst avec un nombre plus élevé de RT à des endroits incontournables, qu'il s'agisse du circuit de Mété, la côte de Houillé, les fonds de l'Ef, etc. Et toujours le même engouement populaire, comme l'illustrait le CH au Café de la Place, rue de la Brasserie à Purenode, un élément incontournable de la convivialité de pareille épreuve. Sportivement, cette ultime journée était celle des verdicts et parmi les équipages manquant à l'appel au retour sous l'arche d'arrivée à Chaudfontaine, on pointait la Porsche 911 d'Éric Van de Poel et Manuel Guermont, victime d'un souci électrique. Pas de quoi cependant gâcher le plaisir de Tintin qui reviendra. Le parcours est magnifique, extraordinaire. On est passé dans des régions incroyables. Très difficile pour le copilote, mais vraiment bien. Franchement, il faudra revenir l'an prochain pour essayer de faire ça convenablement parce que là, j'ai le malheur de perdre mon copilote avant-hier soir, donc malheureusement, j'ai pas pu vraiment jouer devant, mais on remettra ça l'an prochain. Mais c'est magnifique. On a vu que vous soignez le spectacle également d'un bout à l'autre de la course. Oui, je crois que c'est important aussi. Les spectateurs viennent, et puis au moins, si on ne joue pas devant, eh bien au moins on fait un peu de spectacle. Longtemps pointé dans le groupe de tête, la Renault 5 Alpine Groupe 2 d'Éric Pirot et Catherine Monard avait quelque peu rétrogradé dans la hiérarchie depuis la veille au soir, de quoi écarter l'équipage de la petite française de la lutte pour la victoire finale. De satisfaction, il en était aussi question pour Willy Braillard et Willy Lux, du moins pour ce qui est du parcours et de l'organisation de ce Tour de Belgique. L'une ou l'autre erreur a néanmoins privé l'expérimenté équipage de toute chance de succès. C'était bien, c'était un peu conforme à ce qu'on attendait, très sportif, peu de temps de répit. C'est pas tout à fait comme à l'époque parce que l'on n'endormait pas pendant 2 nuits, mais bon, c'est quand même assez rythmé, donc sympa. Joli parcours ? Très joli parcours, oui, on n'a pas assez le temps d'en profiter. Souvent, je dis à Willy de lever les yeux parce qu'il y a de très belles choses. Mais bon, il est très occupé, naturellement. Quant à Alain Dominissac, vainqueur de la catégorie classique lors de la Coupe des Sources Mémorial Claudie Soré quelques semaines plus tôt, il disputait ce Tour de Belgique historique en famille avec son fils Romain et toujours la Triomphe Dolomite Sprint, ce qui doublait son plaisir. Plus ou moins la même épreuve, mais beaucoup plus long et beaucoup plus rapide, vraiment extraordinaire. Extraordinaire, on n'a pas le temps de se tromper, on ne peut pas prendre une mauvaise gauche, une mauvaise droite, il faut y aller et si on se trompe, c'est la catastrophe. Pour pointer, bien sûr, toujours à 0. Le rallye en famille ? Oui, c'est le premier de mon fils, donc c'est pas mal. On est sorti de Zolder, on était 64e, on est remonté à la 19e place, on est pas mal, on essaye de jouer le top 10, on verra. Après avoir rencontré pas mal de soucis, l'original Gilbern GT de Benoît Rebetté et Arnaud van der Meulen arrivait finalement à bon port. D'un bout à l'autre de l'épreuve, cette anglaise bon teint a ravi les inconditionnels de bolide au look 60s. Trois Porsche 356 au départ et 3 à l'arrivée, quand bien même les exemplaires de Royen, Van Heukelom et de Pape accumulaient pas mal de pénalités.
Et pour nos débutants lauréats du concours Classique 21, Benoît Muche et Benoît Poffet, le rêve s'est prolongé jusqu'au terme de l'épreuve. La BMW 1602 Ti bouclant l'épreuve au 47e rang. Les deux sympathiques gaillards ont surtout goûté à l'ambiance des rallyes de régularité en général et du Tour de Belgique en particulier, et ils reviendront. On ne sait pas ce qui nous attend, et puis finalement, au bout du compte, on est ravis, on est content. On a découvert un petit monde qui a l'air très particulier. On a bien été aidé, entre autres, par l'équipage Guillemin qui nous a donné énormément de coups de main et d'infos pour nous en sortir, parce que quand c'est nouveau, on rame au début. Et donc c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur, et il n'y a pas de mots. On cherche, mais je crois que la langue française ne regorge pas d'assez de termes pour qualifier l'émotion qu'on a ce soir. Si on vous avait dit ça, il y a 15 jours d'ici, 3 semaines d'ici, avant qu'on vous prévienne que non seulement vous alliez le faire, mais que vous alliez le finir. Mais c'est surtout ça en fait, c'est surtout effectivement la satisfaction d'avoir fini 3 jours, je veux dire quand même relativement intenses. Il y a énormément de kilomètres, je pense qu'il y a pas loin de 1000 kilomètres. Donc voilà, donc c'est vrai qu'une voiture doit tenir. Et voilà, une équipe c'est bien, une bonne voiture, et c'est vrai qu'on a eu une chouette voiture qui a tenu. Et donc le fait de pouvoir terminer, peu importe le résultat final, je pense que c'est quelque chose qui est chouette. Je veux dire, c'est vrai qu'on serait resté sur quelque chose si samedi dans l'après-midi on aurait cassé, ça aurait été dommage quoi. Donc on a été vraiment très satisfait de la voiture. Des filles dans la course, il y en avait sur ce Tour de Belgique, et la palme du meilleur équipage féminin revenait à cette petite et sympathique Toyota 1000 que Marie Onin et Mathilde Bagdon ont mené à bon port en 42e position. On reste avec la famille Onin pour souligner la 40e place du papa Michel, secondé par Christophe Blum, à bord de cette Lancia Fulvia, soit 2 petits rangs de mieux que la Toyota de Marie. Mission accomplie également pour les jeunes Alexandre Delay et Antoine Orban sur leur Lotus Elan, avec en prime quelques passages plutôt en force. Quant à Yannick Botson et Pierre Bourguignon, ils achevaient l'épreuve au 36e rang, mais promis juré, le boss reviendra. Dans les classes, la lutte a été intense, et du côté des petits cubes, on pointait la 4e position de la Fiat 850 Sport de Claude Cortals, le papa de Pierre-Yves, accompagné d'Alex Paquet. C'est la Mini MK2 1967 de Pascal Van der Moortel et Didier Van der Stock qui complétait le top 3 de cette classe 1, échouant au 24e rang absolu. Une autre Mini, la version Cooper Innocenti 1975 de Tony Kevers et Baudouin Halleux, prenait la médaille d'argent en 17e position. La victoire revenait à l'exceptionnel Matrajet 5S de Michel Andernac et Yves Dambrun, qui réussissaient la performance d'intégrer le top 10 absolu. Pour un retour dans le monde de la course, on peut parler d'une franche réussite pour le sympathique bolide. Dans la classe 2, le bronze allait à la meilleure des Porsche 356 au bout de la distance, celle de Michel Clojon et Nicolas Gilsoul, 14e du général, en dépit de petits soucis mécaniques et d'un peu de hors-piste. L'occasion de se rendre compte combien la régularité, Nicolas Gilsoul, copilote habituel de Thierry Neuville en WRC, aime ça. C'est par là que j'ai commencé, c'est une discipline qui me tient à cœur, j'ai toujours bien aimé la navigation, la cartographie, et quelque part c'est un peu la base du copilotage, donc c'est pour ça que je suis là. Alors cette 356 durant vendredi, samedi, dimanche, c'était comment ? C'était vraiment une voiture très sympathique, très agréable. Je pense que beaucoup de gens l'ont appréciée. Malheureusement, elle a été un petit peu capricieuse. C'était sa première épreuve. C'était son déverminage, comme on dit dans le jargon. Donc on a fait la deuxième partie du rallye sur 3 cylindres. On aurait pu décider d'en rester là, mais ça nous tenait vraiment à cœur d'aller jusqu'au bout. Donc on a fait le forcing, engendrant un peu des pénalités, je dirais, sur le parcours. Et voilà, on est là, on est à l'arrivée, une 14e place. C'est pas la place espérée, mais vraiment très très heureux d'être là avec les copains à l'arrivée. C'est dans les hautes sphères du classement que l'on retrouvait les dauphins de cette classe 2. Éric Pirot et Catherine Monard ont achevé l'épreuve au 7e rang absolu, échouant à une 40aine de points de la victoire. Et cette victoire, c'est à Johnny Delay et Eddie Gully qu'elle a échu. La Ford Cortina Lotus s'étant offert un top 5 général en dépit de 2 pannes toujours frustrantes. Ne lâchant rien, le duo a terminé l'épreuve en mode majeur. Oui, satisfait, oui. Une bonne auto, sans problème. Même pas lever le capot ni rien pendant les 3 jours de course, vraiment sans problème. Dommage, c'est des pannes d'essence qui nous ont fait perdre le rallye, vraiment la victoire. Voilà.
C'était comment ce rallye? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous qui en faites souvent? Ah ben, le rallye était très bien, c'était très soutenu, mais un petit peu manque de difficulté pour nous autres qui nous en faisons beaucoup, et aussi où la difficulté peut arriver par Robert van der Vos, mais elle n'y était pas, elle n'était pas là, elle n'était pas présente. Quant à Eddy Gully, le copilote de Johnny Delay, il tirait le bilan de la renaissance de ce Tour de Belgique historique en mettant en exergue les particularités de l'épreuve. Le Tour de Belgique, c'est un rallye marathon avant tout. Donc un rallye où Robert joue sur l'endurance des équipages, des voitures, et où on a une journée du samedi qui fait plus de 500 km. Et il faut pouvoir tenir le coup, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que c'est vraiment une particularité de ce type de rallye, quoi. Faisant la part belle au Porsche 911, la classe 4 a permis à des équipages apparaissant plus loin dans le classement de se mettre en évidence, à commencer par Claude Poncelet et Jacques Verliefden, au volant de cette belle de Stuttgart datant de 1974. C'est 3 années plus tôt qu'apparaissait la Porsche de Paul et Joël Henry, 2e de catégorie et 25e du classement général. Il n'y a donc pas eu de suspense pour ce qui est de la victoire finale en classe 4. Jean-Pierre Mondron et Yves Noulanders décrochant la timbale. Ils ne lâchaient surtout rien jusqu'au bout, ce qui les positionnait au 3e rang final. Une bien belle performance pour la Porsche issue des ateliers de Chronos Vintage. Réservé au gros cube, la classe 5 a permis à la MGB GTV8 de Benoît Loïs et Jérôme Bestgen de se distinguer, au point de louper le top 20 absolu d'un petit rien. Présente dans le top 10 général, l'encombrante Opel Commodore de Pierre Hubin et Pierre Moret a démontré tout son potentiel, ce qui lui valait la 2e place de catégorie. Quant à la victoire en classe 5, elle revenait à Alain Lopez et Georges Van Osten qui ont clairement joué la gagne jusqu'au bout avec leur Porsche 911 Carrera de 1974, mais qui échouait finalement en 2e position après un parcours presque parfait. Histoire sans doute que le suspense puisse prévaloir jusqu'au bout, c'est dans les derniers RT que la victoire du Tour de Belgique historique s'est jouée. Des tronçons disputés dans des conditions très automnales et donc difficiles. Alors qu'ils se dirigeaient vers le podium final pour célébrer un succès qui aurait été mérité, Didier Simonis et Eric Damso étaient victimes d'une crevaison qui leur coûtait plus de 800 points. Résultat, une glissade vers la 8e place du classement général et une immense déception. Pour leur succéder au sommet de la hiérarchie, on pensait à la BMW 2002 de Victor et Jérôme Guillemin, mais eux aussi crevaient dans les dernières difficultés du rallye, perdant beaucoup de temps en RT et sur le routier. Ils achevaient la course au 16e rang, position nullement en rapport avec leur potentiel. C'est dès lors Yves de Flandre et Robert Rohrif qui ont surgi avec l'Alfa Romeo Giulia de 1972. Cet équipage aux nombreuses lettres de noblesse prenait plus de 145 points dans l'antépénultième RT, mais cela suffisait néanmoins pour remporter la victoire avec moins de 18 points de bon sur Lopez et Van Osten. Comme quoi, un rallye sous forme de marathon peut aussi se jouer pour pas grand-chose. Ça a été tout juste, hein. C'était vraiment jusqu'au bout, c'était un combat de toutes les minutes, de toutes les spéciales et voilà, à la fin du compte on y arrive mais de très peu je pense. Ça commence à faire une belle carte de visite, bon voilà, c'est une passion et puis on espère encore en imprimer d'autres. Il faut beaucoup de choses mais je dirais que Lopez Van Osten est au même niveau. Bon et nous on a peut-être eu, il faut toujours pour gagner un petit brin de chance, quoi. On a par expérience, on sait que si on n'a pas le petit brin de chance, on n'arrive pas. Mais il faut être bon quand même toute la journée et pouvoir être devant, c'est sûr. En 93 et 94, j'ai organisé le Tour de Belgique historique en régularité. Puis on ne l'a plus fait depuis. C'est un autre concept qui est très très bien fait. Je trouve que on retrouve les grandes époques. Mais non, c'était très bien fait, mais c'était avec un très grand professionnalisme. Et c'est ça qui est important dans l'organisation d'un rallye. Et ce qui ne gâche vraiment rien, c'est que la victoire du duo de Flandre-Rohrif est un émouvant clin d'œil à l'histoire. En 1960, c'est en effet le papa de Robert Rohrif qui avait remporté le Tour de Belgique, une bien belle affaire de famille. Il s'est imposé pour la première année du National en 1960. Donc je serai très content demain matin, je vais aller chez lui avec la coupe et je vais lui dire voilà, 52 ans après, le fils fait pareil. Fier d'avoir réussi ça? Absolument, oui, bien sûr. Non, et puis c'est toujours bien de gagner une première manifestation. Bon,
j'ai gagné le deuxième Monte-Carlo, donc c'est content aussi. Robert Van der Vorst avait gagné le premier. Bon, j'ai gagné 2 fois le rallye des Tulipes, j'ai gagné plein de choses, mais ici en Belgique, ça me fait vraiment plaisir. L'Alfa lauréate en général s'imposait également dans la classe 3 devant la BMW 2002 TII Touring d'un équipage bien belge composé de Robert Hartz et Eric Chapa. Et c'est pour 3,52 que ce duo loupait la plus petite marche du podium final. Très satisfait, c'était bien organisé. Pour les pilotes, c'était le pied. On a fait beaucoup de kilomètres, mais c'est ça que je cherche. J'ai trouvé un bon copilote. C'est la deuxième fois qu'on fait un bon résultat, qu'on roule ensemble. Après les routes ardennaises, on fait un bon résultat. Je suis très content et j'estime que le Tour de Belgique devrait avoir plus d'envergure en Belgique que ce que c'était uniquement pour les Wallons. Très franchement, un riverain déjà qui nous a vraiment bloqué volontairement et ça c'était vraiment dommage. Et puis bon, de temps en temps, un peu de temps à droite, à gauche, voilà. Peut-être pas toujours les bons pneus non plus, ça glissait très très fort pour nous, mais autrement ça s'est bien passé, c'était très agréable. Le podium de cette classe 3 très compétitive était complété par la Porsche 914-6 de Daniel Reuter et Christian Bernard qui a tenu bon jusqu'au bout en dépit de son alternateur défaillant, un équipage qui a notamment su éviter les gros soucis dans les derniers RT décisifs. Pour être complet, soulignons encore la 11e place finale, la 4e en classe 3 pour la plus performante des Volvo Amazon, celle de Dominique Dufresne et Patrice Simon, 11e du général. Une berline suédoise qui devançait d'un petit rien l'Alfa Romeo GTV 1972 de Baudouin l'Empereur et Eric Driessen qui échouait à 11,56. Fin de parcours délicate également pour Ruben Maas et Philippe de Planck qui ont laissé leurs illusions de bons résultats dans le 13e Regularity Test. C'est un CP manqué en fin de parcours qui a privé Georges Thomsen et Claudie Contant d'un résultat dans le top 10 avec cette Opel Kadett GTE. Signalons que Claudie Contant n'est autre que le premier copilote lauréat d'un certain rallye du Condro, excusez du peu. Même CP manqué et punition identique pour Eric Van Peer et Jean-Luc Fréquin qui glissaient au 19e rang absolu avec leur BMW 2002 TII. C'est dans une ambiance de feu de Dieu que s'est refermée cette édition de la Renaissance du Tour de Belgique historique. Une première allègrement réussie pour DG Sport qui remettra bien sûr le couvert dans un an. Pas de doute, l'événement a rebondi au point de s'offrir une nouvelle jeunesse.